Je pense que l'enregistrement est parti. On y va. Bonjour Mélanie. Bonjour Eric. Et bonjour à tout le monde. C'est parti pour un nouveau protocole d'investigation, le numéro 214. Dans ce protocole, une partie a des questions fixes qui vont être explorées par de nombreux télépathes dans le monde avec leurs opérateurs. Et ensuite, nous avons une partie avec un questionnaire qui est libre. Mélanie va découvrir au moment de l'induction le thème de cette investigation. Mélanie, prête? Oui. Alors c'est parti. On y va. Un décompte de combien? 5. 5. Inspire profondément. Expire et abandonne ton corps sur son support. Plus ton corps se décontracte, plus il s'alourdit et plus ta conscience s'allège. Et ainsi tu peux plonger à l'intérieur de toi-même. 5. 4. 3. 2. Et 1. Nous allons aborder la première question. Les expériences de mort imminente rapportées par les survivants nous parlent d'un long tunnel sombre avec une lumière blanche au bout. Je vais compter de 1 à 3 et à 3, tu me dis ce qu'est le tunnel, comment il se présente. 1, 2 et 3. Je t'écoute, Mélanie. Je vois un tunnel, effectivement. C'est bizarre parce que c'est assez sombre et foncé dans le début du tunnel. Limite, il n'est pas perceptible. Il y a vraiment juste le rebord, le cercle tout autour, comme si c'était un léger faisceau lumineux, mais le début du tunnel est noir, donc il y a comme une hésitation à rentrer dedans, en fait. Voyant que la toute petite lumière tout autour, c'est assez hésitant. Oui. Mais quand je m'approche, ça devient de plus en plus clair. C'est bizarre parce que j'ai mon corps glacé. Depuis que je m'approche du tunnel, mon corps est glacé, frigorifié. Ok. Euh, Et tu vas toucher ce tunnel ouais. et prendre l'information. Expérience. C'est rentrer, sortir, ou rentrer et ne pas en sortir. Oui.
d'un point de vue éthérique, c'est quoi ce tunnel? C'est pas humain. Le tunnel n'est pas humain. Ça n'est même pas ça n'est même pas une projection de l'humain. C'est une projection de l'extérieur. Est-ce que tu peux remonter à l'origine de cette projection? Je vois une usine. Je vois un énorme bâtiment. Et hors de ce bâtiment, il y a comme s'il y avait plein justement de bouches de tunnels qui sortaient de ce bâtiment. C'est drôle. C'est comme si il y avait des toboggans qui arrivaient dans ce bâtiment, mais il y en a plein tout autour. Il y en a 50, 60 par bâtiment. Et il y a plusieurs bâtiments. Je vois plusieurs bâtiments. J'ai l'impression d'être. Enfin, c'est même pas. Les bâtiments sont pas ici. C'est pas sur Terre, en fait. J'ai l'impression que c'est tout à fait un autre endroit. C'est comme s'il n'y avait pas de. Parce que je vois les bâtiments, mais c'est pas comme chez nous avec soit des rues, des jardins et des choses comme ça autour. Là, c'est vraiment juste les bâtiments. Il n'y a rien autour. Il n'y a pas de. C'est ça. Il n'y a pas de. Je vois pas d'humain. Je vois rien autour. Je vois vraiment que les bâtiments. Je sais pas où c'est, mais c'est pas ici. Parce que même les zones industrielles, ça fait pas zone industrielle. On a l'impression que ce bâtiment flotte dans l'air. Ce D'accord, bâtiment, ça flotte, c'est drôle. Et il y en a plusieurs à différents niveaux, en fait. ok. Est-ce que tu peux t'approcher d'un de ces bâtiments Oui, on peut et rentrer approcher. à l'intérieur? Hmm. Je vois plein d'humains décédés, couchés. Et c'est drôle, c'est assez spécial. Ils sont tous comme couchés sur des lits superposés avec des numéros. C'est comme si c'était des dortoirs avec des personnes décédées et chaque fois il y a des numéros sur les rebords des lits. Élargis ton regard. Est-ce que tu peux voir qui a généré ces bâtiments? Qui t'a ressortir du bâtiment? Qui ou quoi? Je vois des grilles. C'est pas à l'extérieur du bâtiment, en fait. Il y a le bâtiment, il y a les lits, et c'est en sous-sol que ça travaille. C'est dans la terre. C'est en sous-sol, Ok. et il y a une canalisation creusée, et ils ont refait un endroit pour eux, et je vois des fils, en fait.
qui sont de chaque lit. Il y a des fils qui sont conduits jusqu'à un écran. Comme un moteur, le fil est conduit jusqu'à un appareil, un boîtier branché sur l'électricité, et ça diffuse des informations sur un écran, comme un écran d'ordinateur, avec des curseurs, avec des... c'est comme si ça mesurait, et d'un lit à l'autre, les couleurs sont différentes. Ok. Je sais pas ce que ça représente, mais c'est un peu comme les écrans dans le médical, quand une personne est dans le coma et qu'on mesure pour voir si son cœur bat encore, c'est un peu, c'est le même, les mêmes symboles. Ok. Tu vas sortir de ce bâtiment. Tu vas dans un autre bâtiment et tu vérifies si le même principe est à l'œuvre. C'est la même chose, mais là, c'est que des enfants. Est-ce que les entités qui sont au sous-sol sont les mêmes ou est-ce que ce sont d'autres types d'entités? C'est la même chose. C'est le même procédé. Ok. On va en faire un troisième juste pour voir. Ouais, c'est la même chose. On dirait qu'ils sont rangés par âge, en fait. C'est Ok. mix, c'est aussi bien homme, femme ou fille, garçon, mais c'est rangé par tranche d'âge. Ok. Est-ce que les entités qui sont au sous-sol sont toujours les mêmes? Est-ce que c'est le même type d'entité? Oui, dans tous les trois. Tu vas en toucher une pour vérifier si c'est bien ce que tu vois. C'est des grilles, ouais. Ok. Déconnecte-toi de cette information. Comment te sens-tu? Bien. Tu as toujours froid? Non, je me suis réchauffée, ça va. Bien. On passe à la deuxième question. Tu vas te rapprocher du corps physique de celui qui vit une expérience de mort imminente lors de la formation du tunnel de lumière. Et tu me décris ce que tu perçois. Tu te rapproches du corps physique, tu observes le corps physique de celui qui vit ou qui expérimente une mort imminente. Et tu me dis ce qui se passe au moment de la formation du tunnel de lumière. À mon 3. 1, 2, 3. Dis-moi ce que tu perçois et ce que tu observes. J'observe un corps, mais une dissociation vraiment entre, ça fait drôle, entre l'âme et le corps. Avec une grande émotion, évidemment, mais quelque chose Respire, qui... déconnecte-toi de l'émotion, décris-la Ouais, simplement. c'est... Waouh, c'est comme un extase, vraiment. Quand on sort de ce corps, c'est waouh, et c'est une extension, mais énorme. C'est c'est comme c'est de l'extension. On est attiré vers une extension, mais d'un infini énorme.
Ok. qui est incroyable. Est-ce que tu peux, dans ce cas-là, me dire ce qui s'expanse? Est-ce que c'est la conscience? Est-ce que c'est un des corps? Est-ce que c'est le corps émotionnel, le corps mental? Tout? Que vois-tu? C'est le tout qui s'expanse, en fait. C'est comme si c'est pas le corps physique, on sort de ce corps physique et il y a un sentiment de paix énorme et le mental lâche tout. Je sais pas, j'ai jamais ressenti ça. C'est, je l'ai déjà ressenti, mais là, c'est infini. Il n'y a pas de fin. C'est sans fin. J'ai déjà ressenti ce moment, mais je vais dire chaque fois avec une fin. Et là, vraiment, c'est de plus en plus loin et de plus en plus fort et sans fin. Il y a Ok. vraiment comme un système d'attraction vers cette sensation qui est juste waouh. Là, à ton niveau, c'est sensoriel. Ça reste encore sensoriel. Ça reste sensoriel, mais mm, même au niveau de tout, c'est pas que sensoriel, je sais pas expliquer. Ok. C'est 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 limite inexplicable, je sais pas. Déconnecte-toi de ce groupe d'informations. On aborde la troisième question. Je veux à nouveau que tu reviennes au corps physique. Et je veux que tu restes à observer maintenant le cerveau et le cœur lors de la création du tunnel, au moment d'une EMI, d'une expérience de mort imminente. Je veux que tu restes à observer le cerveau et le cœur physique. Le cœur bat de moins en moins vite. Tout doucement. Il y a de moins en moins de sang qui coule dans l'arrivée du cerveau, dans l'arrivée de tout ce qui est. Je vois le flux qui est moins fort, Oui. mais ça se fait vraiment très, très, très légèrement. Le cœur continue à diminuer aussi. Il y a vraiment un lien entre les deux. Et il y a un moment donné où il y a comme un choc dans le cœur. Comme si on enfonçait quelque chose dans le cœur. Et c'est à ce moment-là que le lien avec le cerveau se coupe. Je vois comme si on insérait une aiguille, une seringue avec une aiguille dans le cœur. Oui. Je vois une seringue, une aiguille dans le cœur, une injection,
Et c'est ça qui arrête vraiment, qui stoppe vraiment. Et qui donne l'information au cerveau. Tout s'arrête. Ok. Est-ce que au moment de la formation du tunnel de lumière, il y a encore une activité dans le cerveau et dans le cœur, même si ça n'est plus une activité mécanique? Est-ce qu'il y a encore une activité, par exemple, électrique, électromagnétique ou autre? Oui, oui. Est-ce que tu es en mesure de décrire cette activité? C'est une attirance. C'est vraiment comme un aimant, comme une attraction euh, d'un aimant. C'est bizarre parce que c'est conscient en fait. Alors, est-ce que tu peux éclaircir un petit peu ce que tu es en train de Euh, décrire? Pour le moment, c'est assez abstrait pour moi. L'activité de mon cœur et de mon cerveau est coupée, mais c'est comme si la conscience était encore là et que c'est ça qui se fait attirer de manière, donc pour mettre des mots, un corps ça avance parce qu'on a on est enfin on est conscient et inconscient de nos mouvements qu'on répète en permanence au quotidien. Et là c'est bizarre parce que je vois le corps arrêté, donc mort, mais je vois quand même le mouvement. Donc c'est comme si tout ce mouvement et cette conscience était là, était toujours là. Oui. Est-ce que tu peux Donc revenir? Pardon, ah, vas-y. ça continue à bouger, mais par ce tunnel, c'est vraiment, il y a comme cet aimant et une aspiration, comme une aspiration vers là. Ok. Dans ce tunnel. Oui, J'aimerais maintenant que tu reviennes sur l'information de la seringue qui arrête le cœur. oui. Évidemment, tu as choisi un corps et une expérience. Je ne sais pas si on peut la généraliser à tous les corps et à toutes les expériences d'EMI, mais dans cette expérience, tu vois une seringue. Oui. Est-ce que tu peux m'expliquer et détailler un petit peu plus cette histoire de seringue? Sachant qu'une EMI est une expérience où on est censé revenir de cette expérience, la conscience est censée réintégrer son corps. Je vois effectivement une injection. Je vois une main. Je vois une main qui n'est pas humaine. Euh, c'est comme s'il y avait que 4 doigts. Il manque le pouce. Et avec le pouce n'est pas présent. Et je vois, mais c'est microscopique cette seringue avec une toute petite aiguille. Et je vois un liquide sortir, être injecté. D'accord. Donc, dans le cadre de l'EMI que nous observons pour le moment, au niveau du cœur et du cerveau, Mm. tu observes une injection faite par une main à qui il manque le pouce dans le Ouais, cœur, au ouais, niveau éthérique. ouais. OK. Est-ce que tu peux remonter le long de cette main, du bras, et observer le corps? C'est aussi un gris. OK. C'est ceux qui sont dans les maisons, dans le sous-sol.
Ok. On va passer à la 4e question. Déconnecte-toi de ce groupe d'informations et de cette expérience. Respire. On peut continuer, ça va? Oui. 4e question, donc, le tunnel de lumière que voient les personnes dans le coma est-il différent du tunnel créé lors d'expériences de mort imminente où le cœur s'arrête pendant une période plus ou moins courte? Le tunnel de lumière que voient les personnes dans le coma, parce qu'il semble que des personnes dans le coma aient pu observer aussi un tunnel, est-ce qu'il est différent du tunnel créé lors d'expériences de mort imminente, quand le cœur s'arrête complètement, comme dans l'expérience qu'on vient d'observer? Non, Est-ce c'est que le tu vois une même. différence? Non, c'est le même. Touche pour vérifier l'information. C'est le même Approche-toi d'une tunnel. personne qui est dans le coma, touche le tunnel qu'elle voit. C'est le même tunnel, mais il y a moins le phénomène d'aimant D'accord, est moins fort en fait. Euh, il est moins aspiré par ce tunnel en fait. C'est c'est, euh, c'est plus doux. L'autre, il y a vraiment eu l'aspiration plus profonde. Là, c'est vraiment beaucoup plus doux, ok, moins fort. Mais c'est le même tunnel, c'est le même processus. d'accord, ok. On passe à la 5e question. Le tunnel de lumière est-il créé à chaque fois que l'on meurt? À chaque fois qu'un être humain meurt, qu'un corps meurt, est-ce que le tunnel de lumière est créé à chaque fois? Non, non. Est-ce que tu peux avoir une explication et me dire dans quel cas le tunnel est créé, dans quel cas il ne l'est pas? Il est créé quand on vient nous chercher et qu'il y a des personnes extérieures qui soient non humaines pour venir nous chercher. Quand le corps s'arrête naturellement, il n'y a pas ce tunnel. Ah, Je vois pas ce tunnel. tu veux dire que le tunnel apparaît Oui, lorsqu'il y a arrêt volontaire et provoqué par quelque chose d'extérieur? ouais, D'accord. ouais. On passe à la 6e question. Encore que tu as sans doute partiellement répondu précédemment. Maintenant, observe la création du tunnel par rapport à l'éther et dis-moi ce que tu perçois à mon 3. 1, 2 et 3. Que vois-tu? Je revois ces tunnels d'avant avec ces bâtiments. Je revois ça. Je suis de nouveau en dehors de la Terre. Je suis de nouveau reparti. C'est les mêmes images qui sont là. Euh, C'est pour ça que je disais que tu avais sans doute déjà ouais, partiellement répondu. c'est la même chose. Je repars vraiment. C'est
Pour moi, c'est comme des maisons, usines reliées avec ces tunnels, c'est exactement la même chose qui revient. Ok. Mm. Je suis reprojeté là, c'est de nouveau froid en fait, c'est glacé quand on est là. C'est Ok. comme si on avait mis c'est comme si on avait mis le corps dans un congélateur. C'est bizarre. J'entends congeler, décongeler, comme de la viande, j'entends. J'entends congélation des informations de cellules et puis décongélation. C'est ce qui me vient. Dans quel but? On remonte à l'origine de l'information, de congélation et de décongélation. Pour voir comment les cellules agissent après ce procédé, si elles sont plus efficaces ou moins efficaces. Pour voir si c'est la même programmation, si c'est un, eux, eux, sur leur ordinateur, ont un programme qui arrive à voir si elles sont moins efficaces après décongélation. Quel est le but? Qu'est-ce que ces êtres peuvent tirer de ce genre d'informations? Analyse de cellules humaines pour voir comment ils peuvent agir sur des expériences après différentes au niveau produits, médicaments. Ils analysent les cellules humaines. En fonction de D'accord. ça, en fonction de la réaction du corps, il y a tout un laboratoire qui peut produire d'autres. Je vois le laboratoire pharmaceutique à côté. Ok. Mais comment se forme le tunnel? Je veux dire, regarde son apparition. C'est On le peut revenir par exemple au cas, pardon, je t'ai coupé, on peut revenir au cas de tout à l'heure, par exemple, qu'on a observé avec la seringue et tout ce qui s'ensuit. À quel moment apparaît le tunnel? Qu'est-ce qui le forme? Il y a l'injection de la seringue, Oui, il y a directement le lien entre le cœur et le cerveau qui s'éteint. Et c'est drôle, c'est le tunnel qui vient. Je vais dire, c'est pas mon, c'est pas le mort qui va vers le tunnel, c'est le tunnel qui arrive. C'est comme si c'était un serpent qui arrivait, enfin, comme si c'était le mouvement d'un serpent qui arrivait devant moi, mais c'est un tunnel comme ça. ok. Mais en disant ça, c'est pas lisse ce tunnel. On dirait limite comme une peau de serpent à l'intérieur. Ok. C'est pas ce qui est bizarre, c'est pas du plastique, c'est pas une matière que La matière te paraît organique, c'est ça? la matière me paraît organique et comme une peau de serpent. D'accord. Déconnecte-toi de ce groupe d'informations et respire. 7e question. Par quoi ou par qui sont générées les sensations et les visions
qu'un être expérimente dans ce tunnel, qu'un être humain expérimente dans ce tunnel. Tu as parlé d'extase, tu as parlé, alors certains êtres apparemment ont des visions, peuvent voir peut-être des êtres décédés, des proches décédés, des êtres de lumière qui les accueillent, enfin peu importe. Par quoi ou qui sont générées les sensations et les visions expérimentées dans ce tunnel? C'est la question. Le mental humain. Agitation du mental humain. Je vois l'humain qui s'agite vraiment comme s'il avait envie de s'accrocher à quelque chose. Oui, Une agitation très forte est-ce que c'est strictement créé par le mental humain et d'éventuels programmes qui sont présents dans le mental? Est-ce que tu vois autre chose? projection idyllique, j'entends, qui est différente en fonction d'un ou d'autre, D'accord. en fonction des croyances, des personnes. Si mamie aimait le chien, bah, qui est mort avant elle sera le chien qui va arriver. Et c'est, c'est, je vois un projecteur en fait, maintenant. Je vois un projecteur qui est relié à l'usine et je vois comme un projecteur de dia comme on avait dans le temps, avec des images. Et d'une personne à l'autre, c'est soit un chien, soit les petits enfants. C'est vraiment des images différentes ou des croyances. C'est vraiment en lien mais ça vient de cette usine, de cet endroit. On dirait qu'ils sont en connexion avec chaque personne et qu'ils utilisent leurs croyances pour, euh, rendre ça plus vrai, rendre ça plus crédible. Ça nous amène à la 8e question à laquelle tu viens de répondre, indirectement ou directement. Existe-t-il une relation entre les interférences et le tunnel de lumière? Oui, il y a une connexion, il y a une relation, elle est présente. J'entends captage d'informations à l'injection de la seringue. Il puise des informations pour cette projection. Donc tu as répondu aussi à la dernière question, si oui, ou partiellement, décris ce que tu perçois. Mais je pense que ça Ouais, vient d'être fait. ouais, c'est ça, c'est ce que je vois. Ouais, c'est la même chose. Ok. On arrive au questionnaire libre. Certaines des expériences rapportées semblent merveilleuses. Certaines personnes reviennent en décrivant des expériences merveilleuses. Et quelques expérienceurs ramènent des expériences qui sont assez épouvantables, en tout cas dans leurs sensations. Est-ce que tu peux te connecter à une expérience merveilleuse
me dire ce que tu perçois, puis ensuite te connecter à une expérience désagréable ou horrible et me dire ce que tu perçois. Tu commences par celle que tu veux, par exemple celle qui est agréable. Si ça parle en premier, tu me dis quand tu y es. J'y suis. Je vois l'injection. Je vois l'arrêt. Et je vois l'extase de la personne Oui, qui est amenée à rentrer par ce tunnel. À arriver dans cet endroit où il y a Lady. Elle est couchée sur le lit. C'est calme. C'est très calme. Elle est en moment d'extase. Et ce moment d'extase est très en expansion. Et c'est ça je la vois repropulser dans le tunnel dans l'autre sens et revenir ici sur Terre. d'accord. Peux-tu maintenant te connecter à une expérience vécue pour certains comme l'enfer ou des choses qui leur paraissent épouvantables? Je vois la même chose. Le début, c'est la même chose. Exactement la même chose. Cette seringue, l'arrêt, ça passe par le cerveau, par le tunnel. Je la vois aller au même endroit. Par contre, là, il y a des... Elle n'est pas couchée sur les lits superposés comme ça. Il y a des prélèvements comme une table opératoire. Et il y a des prélèvements physiques dans le corps physique, comme une opération. Ok. Et après, cette opération, pareil, même procédé, elle revient. Mais là, il y a un prélèvement de je sais pas quoi sur le corps physique. Ok. Et c'est là que quand on prélève sur le corps physique, c'est une sensation très désagréable. Je me rappelle d'une expérience. Déconnecte-toi de ce groupe d'informations. On passe à la question suivante. Respire. J'assistais à l'interview d'une dame qui disait avoir vécu ce genre d'expérience qui était décrite par le monde médical comme en stade 4 cancer. Elle avait des tumeurs partout dans son corps physique. Elle était considérée comme étant en fin de vie. Elle est morte. Et elle est revenue. Donc elle a fait une EMI. Et lorsqu'elle est revenue, son corps était complètement guéri. Elle semblait même en capacité de pouvoir guérir d'autres personnes ou d'amener quelque chose à l'humanité. Qu'est-ce que tu perçois de cette personne, de cette dame, une américaine, me semble-t-il? Transformation de cellules, il y a eu Oui, pendant le procédé d'arrêt de EMI. Je vois, on enlève ces cellules cancéreuses. Je vois vraiment comme des petits bonhommes comme ça qui sont en train de lui enlever. Je-
C'est imagé, enfin c'est ce que je vois, c'est comme si on enlevait les cellules cancéreuses à la pince à épiler dans tout son corps. Avant de la remettre, expérience. On lui C'est a une enlevé, expérience. ouais, c'est expérience. On lui a enlevé toutes ces cellules cancéreuses pour voir justement le changement et l'expérience. Ils D'accord. font des expériences à ce niveau-là pour voir comment ils doivent agir sur l'humain et sur les cellules. Donc, ils ont enlevé vraiment à la pince à épiler toutes les cellules cancéreuses. Il n'y a plus une seule. J'en vois plus une seule. Expérience plutôt positive pour cette personne, apparemment. Oui, mais j'entends, ils font les deux. D'accord. Positif, négatif, pour avoir justement un maximum d'informations. Ça leur donne plus de puissance et plus de pouvoir parce qu'ils se rendent compte de ce qui se passe dans un sens comme dans l'autre. Ok. Déconnecte-toi de cette personne et de cette information. Et voici ma question suivante. Certains expérienceurs reviennent d'EMI avec de nouveaux potentiels euh, de type médiumnité, capacité de guérison. Euh, Est-ce que tu peux te connecter à une de ces expériences et me dire ce que tu perçois? Je vois la personne, c'est nettoyage de cellules, comme si on lui avait épuré de programmes. Comme si elle était partie en nettoyage de programmes et de cellules qui lui permettent d'ouvrir ses capacités. Et reconnexion en fait à... C'est des capacités que les personnes avaient mais ne sentaient pas. C'est une ouverture de ces capacités qui a été faite. Mais ces personnes les avaient déjà, mais refusaient de les ressentir. Refus de ressentir. Dans De ce cas, peur. dans ce cas, quel serait l'intérêt pour ces entités de permettre à des personnes d'accéder à ce potentiel? Pareil, ils veulent savoir jusqu'où ils peuvent aller. Ils veulent vraiment jouer dans un sens comme dans l'autre. Parce qu'il y en a, de par cette expérience, ces expériences-là, parce qu'il y en a plusieurs à ce niveau-là, que ça soit cellulaire, cancer ou apport de capacités médiumniques ou autres capacités, même soignantes, j'entends magnétisme, coupeur de feu, tout ça. C'est pour voir, dans un cas comme dans l'autre, prélever et se rendre compte toutes les informations. Ça les aide à bloquer d'autres personnes, en fait. C'est une compréhension de programme et de fonctionnement. Parce que le témoignage de ces personnes revenues d'EMI semble être une sacrée publicité. J'entends bouleversant. C'est très bouleversant pour eux. Et c'est très bouleversant pour eux. Mais ils aiment cette publicité parce que ça bouleverse énormément autour
de ce fait et de enfin, qui est une réalité. Et ils se nourrissent, je vois ils se nourrissent des peurs que ça apporte à une grande partie de la population. Parce que beaucoup sont waouh, émerveillés, mais d'autres en ont peur. Et c'est de cette peur, ils jouent avec ça. C'est comme je disais tout à l'heure, ils font ça, mais c'est pas pour donner, c'est pour reprendre quelque chose d'autre derrière. La peur de d'autres. Ok. Et pour les personnes qui sont émerveillées et enchantées et rassurées de se dire, ah ben, il y a un tunnel qui m'attend derrière. Faut oublier ce tunnel. En fait, dans ce que tu m'expliques, soit on en a peur et la peur est une fréquence qui les intéresse pour différentes raisons, soit on croit à ce tunnel et on s'attend à le trouver de l'autre côté, c'est ça? Il faut lâcher. En se disant, si je prends ce tunnel, je vais retrouver mes proches, je vais retrouver le paradis ou je vais trouver quelque chose de sympa. Ça, il faut oublier. C'est de nouveau des programmes. Faut oublier ses peurs. Oublier tout et remonter ses fréquences, c'est la seule chose à faire. Le reste, ce tunnel, des choses comme ça, c'est de nouveau un programme qui a été mis en place. J'entends mise en scène, mise en place. C'est vraiment comme un spectacle. D'accord, Mm. Je très vois un intéressant. rideau, un spectacle, mise en scène. Il faut oublier ce tunnel. Ok. Je me rappelle d'un expérienceur aussi, qui dans mes souvenirs était un bûcheron, donc quelqu'un qui n'avait pas fait d'études, qui n'avait pas de connaissances scientifiques, et qui, au cours de son expérience, a eu accès à des informations, paraît-il, extraordinaires, où il voyait tout, il comprenait tout, la physique, la chimie, il avait accès à des informations infinies. Lorsqu'il est revenu dans son corps, les informations étaient devenues parcellaires, mais enfin, il était quand même informé et au fait de formules mathématiques, de compréhension scientifique qu'il n'avait absolument pas avant. Est-ce que tu peux te connecter à cet expérienceur et me dire ce que tu perçois de son expérience? Euh, je vois ce monsieur couché sur cette table avec un tube qui est relié ici au niveau du cou. Et ce tube est relié à un ordinateur comme si on lui injectait toutes ces informations qui arrivent au cerveau, toutes ces informations de cours justement et de sujets auxquels il ne connaissait pas. C'est comme si on lui amenait le cours intensif par un tube dans le cou. Et quel est l'objectif recherché dans cette expérience? Se rendre compte de la capacité à l'humain. Ils veulent savoir en combien de temps exactement l'humain, ils veulent savoir, ils veulent savoir exactement en combien de temps l'humain peut accumuler et accepter ses cours et ses capacités dans lesquelles il y a des programmations. Ils veulent avoir un délai, un temps, un délai en fait.
D'accord. Pour voir sur le temps humain, c'est une question de calcul de cours pour les études, en fait, après. Pour voir s'ils doivent, les physiciens, les former sur 1, 2, 3, 4 ans en fonction de la matière à assimiler. C'est un délai qu'ils veulent savoir, un temps, pour le remettre sur le programme humain après. D'accord. Autre question. Déconnecte-toi de cet expérienceur et de ce groupe d'informations. Est-ce que tu peux te connecter, si tu trouves et si ça existe, à une personne qui est cliniquement morte, mais naturellement? Et qui est revenue? Est-ce que ça existe? Qui a peut-être pu faire un arrêt cardiaque, euh, et dont le cœur s'est remis en route, ou voilà, une personne qui est naturellement, dont le corps s'est arrêté naturellement et qui est revenu dans son corps. Est-ce que c'est ce que tu vois des cas existants? Ouais, je vois une dame âgée là. Oui. Est-ce que tu vois le tunnel? Non, non, il n'y a pas de tunnel en fait. Mais je la vois mourir et je la vois revenir. Est-ce que ce retour est de son fait? Ou est-ce que c'est le corps qui s'est remis en route et qui a réaspiré, réattiré la conscience? Comment ça s'est passé? Ou autre chose? C'est son âme, elle a voulu revenir. Elle a voulu revenir d'elle-même. J'entends encore des choses encore des choses ici, là maintenant, sur cette ligne de temps-ci à faire. Ok. Elle est revenue calme en fait. Calme elle-même et je vois son visage plus serein et plus, comme si elle avait même un peu rajeuni, en fait. Je la vois plus apaisée, mais je la vois partir, je vois pas ce tunnel et je la vois revenir, mais très légère et très sereine. Ok. Déconnecte-toi de cette dame. Et dernière question. Peux-tu te connecter à une conscience subliminale libre qui est incarnée, avancer sur sa ligne de temps et me dire ce qu'il se passe quand une conscience libre quitte son corps, définitivement? Y a-t-il... Que vois-tu? Il n'y a pas de tunnel. Elle, en fait, elle continue à marcher, en fait. Je vois cette personne continuer à marcher. C'est très fluide et je vois directement ce mouvement. En fait, la personne est libre et continue à créer ce qu'elle a envie après. Et je vois toujours cette personne en mouvement de création infinie. Même, c'est drôle parce que je la vois vivre, je la vois mourir, mais directement,
repartir dans un mouvement de création. Je vois pas de tunnel, je vois vraiment toute une douceur comme ça. C'est sans fin, quoi, c'est en continu. Et je la vois, c'est amusant parce que je la vois apparaître sous une autre forme. Je vois même là une dame qui apparaît et qui reprend, qui redevient un homme, qui change vraiment de corps, mais je vois cet homme dans une autre création, un autre domaine, mais qui est tout à fait libre, dans un autre, dans une autre expérience, mais libre, fluide. Et je vois, c'est déjà la même personne que je vois transformée comme ça 3 fois, et avec une création et une expansion. Ok, ça continue, ça en continue. On va terminer sur cette note plutôt positive. Ouais. Tu te déconnectes de tout et de tous. Tu reviens dans ton espace, seul dans ton espace. Tu connais le process. Tu règles tes fréquences. La beauté, le bien-être, la joie, la détente, la sérénité. Tu imprègnes tout ton corps, tu reprends contact avec ton corps. Et lorsque tu es prête, tu ouvres les yeux. Méni. Merci Mélanie. Merci Eric. Au revoir tout le monde. Je coupe l'enregistrement. Au revoir tout le monde. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese.
per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali, per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi.
è che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze, perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio, che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra
parte potrebbe autorizzare comunque, ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché poi non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare.
Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione, è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure. Ciao.